Les opérateurs économiques turco-maliens se concertent ici à Bamako, une rencontre qui entre dans le cadre du Forum des affaires Mali-Turquie qui vise à mettre en relation les hommes d'affaires en vue d'explorer les opportunités économiques. Le Premier ministre Shogel Kokalamaïga a présidé le démarrage des travaux. 24 mois, c'est la durée de la transition au Mali. L'annonce a été faite le lundi dernier par le porte-parole du gouvernement. Les Maliens saluent cette décision et appellent à l'union pour une transition réussie. C'est le grand format de ce journal. Les Aigles du Mali poursuivent leur belle série dans les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ce jeudi, l'équipe nationale s'est imposée à Kampala 3-1 face au Soudan du Sud. Les réactions à suivre dans ce journal. La chronique Un jour, une formule s'intéresse aujourd'hui à la quinzaine de l'environnement en cours depuis le 5 juin. Dans ce numéro, Souri Ibrahim Keïta met un accent sur le thème choisi, à savoir se relever ensemble de la sécheresse. Mon environnement, je m'en occupe. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous. Merci et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre, Dr Shogel Kokalamaïga, a présidé hier dans l'après-midi les travaux du Forum des affaires Mali-Turquie, la nouvelle appellation officielle désormais de la Turquie. Cette grande rencontre entre opérateurs économiques turcs et maliens a pour objectif de mettre en relation les hommes d'affaires en vue d'explorer les opportunités économiques. Les reportages de Modibou Mariko. Désormais, c'est Turquie, ce n'est plus la Turquie. Ça, c'est à l'attention des officiels maliens. Une nouvelle appellation désormais pour la Turquie, un pays avec lequel le Mali a décidé à ouvrir un nouveau chapitre de ses relations. Illustration parfaite, ce forum d'affaires entre nos deux pays. Un forum économique qui a vu débarquer près d'une quinzaine d'entreprises turques évoluant dans des domaines aussi riches que variés. Sécurité, éducation, santé, mines, énergie, infrastructures textiles, j'en oublie volontiers. Pour la partie malienne, plus qu'une opportunité, ce forum est tout simplement une aubaine. Les échanges doivent permettre d'évoquer les questions de réalisation des grands projets de développement socio-économique et de promouvoir des PME, PMI. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali est face aux multiples défis de la transformation de nos matières premières a pris l'initiative de porter des grands projets d'envergure. Il s'agit d'une cimenterie d'une capacité de 500 000 à 1 million de tonnes de production par an et d'une unité de filature de transformation de 10% du coton produit par notre pays. Le présent forum constitue non seulement un cadre idéal de réflexion sur les enjeux et défis qui se présentent aux deux institutions, la CECIM et DI, mais également une occasion de mettre ensemble les investisseurs des deux pays pour développer les relations économiques et commerciales. La rencontre d'aujourd'hui intervient au moment où le Mali s'est résolument engagé dans l'accroissement de la compétitivité économique inclusive à travers la diversification de ses partenaires. Depuis la signature de l'accord de coopération entre le Mali et la Turquie, les relations entre nos deux pays ne cessent de se bonifier d'année en année. Avant ce forum, le volume des échanges était estimé à 141 millions de dollars. Avec ce forum, nos deux pays tablent sur 200 millions et 500 millions dans les 5 années à venir. Un objectif à portée de main selon les organisateurs de ce forum. Cependant, pour ce faire, la partie turque a une requête à l'endroit des autorités maliennes. On veut que le gouvernement malien supprime la demande du visa pour les hommes d'affaires turcs. Les hommes d'affaires qui ont le passeport vert, ce sont des passeports spéciaux pour les hommes d'affaires. C'est certainement ils vont venir, ça va faciliter leur arrivée au Mali. Pour ce qui est de la demande concernant le visa, je crois que c'est une idée qui peut être examinée avec bienveillance, avec bien sûr en arrière-plan la possibilité de la réciprocité. Mais en attendant que les formalités juridiques et diplomatiques soient réglées, je sais que ce n'est pas en un jour, on pourrait donner de part et d'autre aux différents services des frontières de faciliter le processus de déplacement des opérateurs économiques de part et d'autre. De l'époque de l'Empire ottoman à nos jours, on peut dire que les relations entre nos deux pays ont résisté à l'usure du temps. Une longévité qui n'est pas prête à prendre un seul rythme malgré le contexte marqué par des épreuves de diverses natures. La Turquie soutient la transition au Mali et ceci s'est fait très tôt.
Avant, la Turquie exportait beaucoup en Mali. Maintenant, grâce aux efforts des opérateurs économiques maliens, le Mali exporte de plus en plus aux Turquie. Nos relations économiques sont en train de s'équilibrer. Je me réjouis de constater que depuis la création de la grande commission mixte de coopération Mali-Turquie en 1999, les relations économiques entre nos deux pays connaissent un développement sans cesse croissant. Toutefois, les raisons profondes ont amené les hautes autorités turques et maliennes à mettre en place un cadre de coopération demeurant toujours d'actualité, car le niveau des relations économiques et commerciales reste en deçà des potentialités. De même, le niveau de la coopération économique est également loin en deçà des excellentes relations politiques, d'amitié, de fraternité existant entre les dirigeants de nos deux pays et entre nos deux peuples frères et amis. Je fonde donc l'espoir que la tenue du présent forum d'affaires contribuera à l'atteinte des objectifs communs poursuivis par nos deux États afin de faire de notre coopération bilatérale un exemple réussi de la coopération sud-sud. La partie turque, en tout cas, a suffisamment été informée des potentialités du Mali à travers un exposé de l'API, l'Agence pour la promotion des investissements, une séance bien approfondie avant et après par des rencontres B2B entre les hommes d'affaires de nos deux pays. Et les jours et les mois à venir nous diront si les fruits des affaires conclues sont à la hauteur de la promesse des fleurs portées par ce forum Turquie-Mali. La durée de la transition au Mali est fixée à 24 mois. L'annonce a été faite le lundi dernier par le ministre en charge de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement. Les Maliens saluent cette décision des autorités de la transition et appellent à l'union sacrée pour une transition réussie. C'est le grand format de cette édition signé Tamsir Diabaté. 24 mois rétroactifs qui courent depuis le 26 mars dernier. C'est la nouvelle phase de la transition civilo-militaire qui se veut refondateur. Et pour ce faire, le moment est donc venu pour le peuple de se tenir debout comme un seul homme humain dans la main pour relever les défis d'un Mali refondé. Nous devons rester soudés, unis et garder le même objectif, sauver notre pays. Le temps qui nous reste, faisons tous preuve de bonne volonté. Aujourd'hui, nous devrons tous faire l'union autour du Mali parce que les souffrances endurées par nos populations et toutes les crises que nous avons connues doivent nous guider tous vers l'atteinte d'un objectif qui est un Mali de paix, de prospérité et de partage. Le pays aujourd'hui a besoin de tout le monde, afin vraiment d'accompagner nos autorités pour nous amener à bon port. C'est tous ensemble que nous avons compris que notre pays a besoin vraiment de renouveau, ce que nous avons appelé Malikoura. Pour cela, les Mali de l'extérieur ont un rôle extrêmement important à jouer. Au regard des défis énormes, immenses, auxquels la transition est confrontée, il nous est paru indispensable de proroger la transition à 24 mois. Nous sommes tous unanimement d'accord, nous voulons un Mali nouveau. C'est une étape de franchie parce que je pense que ça nous sort au moins du flou. C'est le président de la transition qui est le garant de l'unité nationale. C'est à lui de fédérer toutes les initiatives autour de lui, de rassembler tous les Maliens autour de lui. Il est sur la bonne voie. On ne peut relever ces défis qu'ensemble. Et que les Maliens, aujourd'hui, cultivent la paix au lieu que nous nous jetons des flèches. Les Maliens qui étaient entre le doute et le scepticisme sont aujourd'hui optimistes parce que les prémices de pouvoir relever les défis sont visibles, surtout sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, il y a vraiment beaucoup d'espoir. Nous avons vu que ces derniers temps, il y a quand même des évolutions. Et sur le plan sécuritaire, nous nous en félicitons. Tout le monde est unanime sur cet aspect-là, qu'il y a une évolution nette par rapport à la sécurité, que ce soit au centre, au nord et un peu partout dans les pays. Sur le plan sécuritaire quand même, je crois voir quand même des signes d'amélioration. Mais je dois dire que personnellement, je suis assez impressionné par tout ce qui arrive à se faire pendant que le pays est sous embargo. J'ai la conviction que les signes sont au vert. Il y a beaucoup d'optimistes, il faut le reconnaître. Mais il y a encore des pessimistes qu'il ne faudrait pas négliger. Il y a certainement des choses qui ont été faites, qu'on apprécie, mais on veut encore plus. Certes, l'équation est difficile et même très difficile pour un pays où tout est à refaire, mais pas impossible quand il s'agit de prendre soin de la mère patrie. Si on se donne les moyens et qu'il y a la volonté politique,
c'est bien possible de relever le défi. Il ne faudrait pas que, parce que je ne suis pas au cœur du dispositif, je travaille pour ne pas que ça marche. Il ne faudrait pas cet état d'esprit. Donc nous, en tant que classe politique, nous avons notre rôle véritablement à jouer. On ne demande pas ni à tous les Maliens de tout faire, ni au gouvernement de pouvoir faire tout, mais de faire l'essentiel, les réformes qui ont été annoncées. On avait voulu 5 ans, mais ils se sont limités à 24 mois. Donc, chose que nous apprécions, nous adhérons. Le combat n'est pas fini. Ainsi, la classe politique se réjouit de cette décision et se dit disponible à jouer sa partition pour relever les défis. Nous l'avons dit, nous soutenons la transition et nous réitérons ce soutien à la transition pour que nous puissions gagner. Les défis de la sécurité sont en train d'être gagnés. Les défis d'un retour à une autre constitution ne se gagnera qu'avec toute la classe politique. Tous ces défis-là ne peuvent être gagnés que lorsque nous nous mettons ensemble avec un calendrier raisonnable et un chronogramme raisonnable. Le rôle, ça va être un rôle d'accompagnement, de soutien, de conseil, de jouer pleinement tout le rôle qui est le nôtre pour pouvoir accompagner à souhait cette transition. Ce qui est surtout important pour tous les acteurs cette fois-ci, c'est d'avoir un état d'esprit positif. Que chacun d'entre nous travaille à ce que les objectifs que nous allons nous assigner pendant cette période de 24 mois, qu'on puisse les atteindre un à un. Et la classe politique à être plus constructive et à faire des concessions. Et face à ces nombreux défis, le peuple malien se sent interpellé, d'où l'appel de la classe politique et de la société civile à se mobiliser davantage et à regarder dans la même direction pour une transition réussie. J'invite la classe politique, la société civile, les leaders religieux, que nous laissons de côté vraiment certaines querelles entre nous, que nous nous donnons la tâche pour pouvoir relever ces défis. Il faut un changement radical de comportement, de mentalité, pour que chacun essaye d'abandonner un tant soit peu les habitudes pour pouvoir atteindre, n'est-ce pas, les objectifs que les autorités se sont fixés à la face du monde, parce que c'est tout le monde qui nous regarde. Ce n'est pas les militaires, mais c'est le Mali qui doit réussir. Et pour cela, chaque Malien, à quelque niveau que ce soit, doit se donner la main pour que la transition réussisse. Il faut mettre l'intérêt collectif au-dessus de l'intérêt individuel. C'est ce qui doit être le credo de chaque Malien. Les Maliens ont toujours relevé les défis quand ils sont unis, surtout en des périodes difficiles comme celle d'aujourd'hui, et ce qui devra nous servir de leçon à transcender nos égos pour relever les défis du moment. Une solidarité agissante à l'égard des candidats du Hajj 2022, c'est la volonté affichée par Pharma AIPP. Cette firme vient de doter les pèlerins en médicaments, une dotation réceptionnée ce jeudi à la maison du Hajj par le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Boubacar Kanouté. Ces dons de médicaments visent à appuyer les efforts sanitaires mis en place par les autorités de la transition, visant à soulager les 6 000 pèlerins maliens. Ce geste de solidarité de la firme Pharma AIPP est bien apprécié par le ministre en charge des Affaires religieuses qui salue la constance et l'accompagnement de la dite structure. Je trouve que le groupe Pharma Plus est un groupe fidèle à ses habitudes, fidèle à ses engagements, fidèle à sa conviction. Cette donation fait suite aux différentes aides données par les plus hautes autorités de notre pays dans le cadre sanitaire. L'État a fait beaucoup et même beaucoup pour les pèlerins de cette année en les accompagnant avec les médicaments. Maintenant, le groupe Pharma Plus est venu montrer sa dignité patriotique plus l'effort de l'État. C'est la deuxième année consécutive que Pharma AIPP se manifeste à l'endroit des pèlerins. Un geste caritatif qui vient à point nommé, surtout quand il s'agit d'une société de droit malien. La portée, c'est d'abord venir en secours aux populations. C'est le côté social qui prime chez nous. En fait, c'est un don de médicaments à l'endroit des pèlerins du Mali. Nous sommes des Maliens, c'est une structure de droit malien
qui doit faire bénéficier les Maliens. Le directeur de la maison du Hadji a rappelé qu'un bon usage serait fait des médicaments reçus dans l'optique de faciliter la prise en charge médicale des pèlerins à la Mecque. Journée nationale de salubrité de la ville de Bamako et environ. L'événement est prévu pour le samedi 11 juin 2022. Pour relever le pari, le ministre en charge de l'assainissement a entrepris une série de rencontres. Les premiers échanges ont eu lieu avec la mairie centrale. Drissa Kone. Il faut débarrasser Bamako de ses déchets solides et liquides. Cette problématique d'insalubrité demeure une préoccupation majeure des autorités de la transition. En réponse à cette question cruciale, une journée nationale de salubrité est prévue le samedi prochain. Pour réussir ce challenge de Bamako, ville propre, le ministre en charge de l'assainissement multiplie les rencontres. Le 11 juin va être une journée de salubrité. Qui va être lancé par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et avec des lancements dans certaines communes de Bamako, avec le Premier ministre, avec les autres chefs d'institution de la République. Mais nous avons pensé que plus que la journée, il faut qu'elle reste pérenne. Cette activité ne peut pas se faire tant que nous ne nous impliquons pas tous les acteurs au niveau de Bamako et environ. Et c'est dans ce cadre que nous avons rencontré le maire central. La mairie du district apprécie la démarche du ministre qui a permis d'harmoniser les visions. Une initiative très, très salvatrice parce qu'il vient effectivement de confirmer que les questions d'assainissement sont de la compétence des collectivités et qu'il est nécessaire qu'ils parlent avec les collectivités pour comprendre quels sont les obstacles, quels sont les défis et comment les perspectives peuvent être en nous afin que nous puissions relever ensemble ces défis. Tous les directeurs des services centraux de la mairie du district ont pris part à cette rencontre avec le ministre Koné et sa délégation. La journée de salubrité du 11 juin s'inscrit dans le cadre de la 15e de l'environnement. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives a tenu la deuxième session ordinaire de son comité de pilotage. 3 points étaient à l'ordre du jour. Inaba et Julie Traoré. 3 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette deuxième session ordinaire de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Les administrateurs vont échanger sur le processus de validation, le statut du secrétariat permanent, l'arrêté ministériel fixant les indemnités des membres du comité de pilotage. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives occupe une place de choix dans l'économie nationale. 10% du PIB, plus de 500 milliards de contributions aux recettes de l'État en 2021, soit plus de 25% du budget du Mali, 70% des recettes d'exportation. Nul besoin de rappeler ici que ce secteur doit être le moteur de croissance et de développement du pays afin de réduire la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie des populations riveraines en particulier et de toute la population malienne en général. Le gouvernement de la République du Mali a adhéré à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE afin de promouvoir une meilleure gouvernance du secteur extractif et faire de ce secteur un levier de croissance durable pour l'économie nationale et un important facteur de réduction de la pauvreté. Au nom des plus hautes autorités du pays, je réitère l'engagement du gouvernement de transition à mettre pleinement en œuvre les exigences de la norme ITIE et de ne ménager aucun effort pour la réussite du Mali au processus de validation en cours. C'est le lieu pour moi de féliciter et de remercier la commission ad hoc chargée de la préparation du Mali à la validation dont les efforts ont permis, entre autres, la publication du rapport ITIE 2019 et la soumission de la documentation à l'ITIE international dans les délais requis. Le ministre des Mines a invité les administrateurs à un examen approfondi des documents afin de faire du secteur extractif un outil privilégié de croissance économique et de développement durable. Nous restons dans le même secteur. Le sous-sol de la région de Bougouni regorge de diamants. La société Samadou Mening, qui a bénéficié d'un permis d'exploration dans la zone, a découvert des pierres précieuses sur les sites explorés dans la commune de Tchemala, Bani-Monetier. Le directeur national de la géologie et des mines s'est rendu sur place pour constater de visu les efforts de la société et réitérer l'accompagnement des autorités. Envoyés spéciaux, Abdul Salam Bambara et Nouhoum Sissoko.
C'est Samadou Mining, une société appartenant à un Malien du nom de Mamadi Doucouré, qui a effectué des travaux d'exploration de diamants dans la région de Bougouni sur le site du village de Bongo, commune de Tchemala Banimonoche. Le directeur national de la géologie et des mines est venu s'enquérir du résultat obtenu par Samadou Mining SA. On a donné une autorisation d'exploration pour les diamants qui est là aujourd'hui. Cette autorisation est de 3 mois qui est non renouvelable. Maintenant, c'est par rapport au concours du bureau diamant et par la collaboration de la société qu'on est venu aussi aujourd'hui regarder quel est le niveau de travail que ces gens sont en train de faire. Ils nous ont montré 2 petits diamants. La DNGM, à travers le ministère des Mines, va tout faire pour les accompagner pour qu'ils puissent avoir un permis d'exploitation. L'exploitation de ces gisements doit permettre à notre pays d'augmenter ses revenus et contribuer au développement local. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de savoir que ce site est potentiellement diamantifère et que, vu même l'effectif, le monde qui est ici, qui travaille, je crois qu'on a de l'espoir que ça va être pour la première mine d'exploitation de diamants au Mali. Cette zone diamantifère concerne les communes de Tchemala, Bani Monoche et de Kourlamini dans le cercle de Bougouni, ainsi que celle de Doussoudiana dans le cercle de Yanfoïla. Nous restons à l'intérieur du pays. La plantation de 1000 pieds d'arbres pour la première année et 25 000 arbres en 5 ans, avec un taux de réussite de 80%. Tel est l'objectif du concours intervillage sur la préservation de l'environnement. Cette compétition est organisée dans le cercle de Kenyeba par l'association Nietasso en partenariat avec le service environnemental de la société minière de Loulou. Batraoré et Sambouja Kité. Les femmes à l'avant-garde de la préservation de notre écosystème dans la commune de Sitakili, cercle de Kenyeba. C'est à l'occasion du concours intervillage sur la préservation de l'environnement. Cette compétition concerne 3 villages, Babotou, Bolibanda et Sitakili. L'initiative est de l'association Nietasso. Pour un début, on a commencé avec 1000 pieds. Donc, on a donné 200 pieds à Bolibanda, 300 pieds à Babotou et 500 pieds à Sitakili. Dans un an, on va passer pour voir les taux de réussite. Nous voulons avoir un taux de réussite de 80%. Le classement, le premier aura 1 500 000. Le deuxième va avoir 1 million. Et le troisième va en posséder 750 000 francs CFA. Organisé en partenariat avec le service environnemental de la Somilo, société minière de Loulou, le concours bénéficie de l'appui du cantonnement des eaux et forêts de Kenyeba. Une initiative à saluer, puisque cela va beaucoup sensibiliser, n'est-ce pas, cette couche féminine, n'est-ce pas, autour des questions environnementales. Le conseil municipal de Sitakili adhère pleinement au projet en raison de son utilité publique. Qui parle de l'environnement parle du bien-être de la population. Qui plante un arbre, a-t-on dit, n'a pas vécu inutile. Donc l'arbre est d'un apport inestimable. Et je pense que le projet sera le bienvenu. Selon la présidente de l'association Nietasso, le concours est lancé pour 5 années avec une évaluation chaque année. Durant les 5 années, le projet vise la plantation de 25 000 pieds d'arbres dans la zone concernée. Pour susciter l'intérêt du tourisme local chez les enfants, le ministère du Tourisme organise une visite au profit des enfants sur les sites touristiques et monuments du district de Bamako et dans certaines régions du Mali. L'initiative est dénommée Tourisme intégrateur. Le coup d'envoi de l'étape de Bamako a été donné ce matin au Musée national par le ministre Andogoli Guindo. Ibrahim Kaoukonate. Cette visite du ministre en charge du tourisme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du développement du secteur au Mali. Elle permet d'initier les élèves aux pratiques du tourisme domestique. Quel programme vise à amener les citoyens maliens, notamment les plus jeunes, à la découverte des lieux historiques du Mali. C'est la première d'une série. Ici, le point de départ, le musée national. Nous irons ensuite au mémorial Modibo Keïta et bien d'autres endroits de la capitale. Au-delà de la capitale, nous souhaitons aller avec les enfants à la découverte d'autres sites historiques et touristiques du Mali.
C'est une activité pédagogique qui est organisée à l'intention des élèves de certains établissements scolaires. Nous avons vu l'histoire et la mémoire de Modibo Keïta. Modibo Keïta est le premier président de la République du Mali. Nous avons visité la statue de Modibo Keïta et certains de ses anciens œuvres aussi. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Nous aussi, nous sommes contents de vous recevoir. Ce programme permet, d'une part, d'améliorer la fréquentation des sites touristiques et monuments pour les tout-petits et d'autre part, valoriser le patrimoine culturel de notre pays. L'école de maintien de paix à Blunden-Bay et l'ERTM entendent sceller un partenariat dynamique en prélude à cette signature de convention qui interviendra dans les prochains jours. Une délégation de l'ERTM conduite par son directeur général a visité aujourd'hui les locaux de cette école prestigieuse. Le reportage de Mamadou Fani. Le renforcement du cadre de collaboration entre l'ORTM et l'école de maintien de la paix à Blunden-Bay au cœur des échanges entre les directeurs des deux structures. Ces échanges ont eu lieu lors de la visite du directeur général de l'ORTM à l'EMP sur invitation du colonel Suleiman Sangaré, directeur de l'école. L'école de maintien de la paix est un centre de formation sur le maintien de la paix et sur l'environnement du maintien de la paix. Et nous organisons beaucoup d'activités et sur la plupart de nos activités, l'ORTM en fait nous accompagne. Et ça, c'était un accompagnement ponctuel. Maintenant, nous voulons un accompagnement en fait permanent à travers une coopération, une collaboration. Et c'est dans ce cadre que nous remercions encore beaucoup le directeur général de l'ORTM qui a bien voulu offrir à l'école en fait un espace magazine au niveau de l'ORTM qui sera une réalité dans les jours, voire les semaines à venir. Au cours de cette visite, les deux directeurs ont fait une brève présentation de leurs structures respectives ainsi que leurs missions qui convergent toutes vers la paix, la stabilité et la cohésion sociale. Au niveau de l'école ici, nous organisons des séminaires et le prochain séminaire que nous allons organiser, ça sera sur les médias. On sait que l'ORTM a des expertises en fait dans ce domaine. Donc il y aura une co-organisation en fait de cette activité. Également, nous développons des sessions de formation, des sessions de renforcement des capacités. Nous pensons que l'ORTM est très bien placé en fait pour appuyer l'école, pour qu'on partage ensemble nos expériences et pour qu'on soit beaucoup plus global. En attendant la signature officielle du cadre de collaboration entre les deux structures, la visite du directeur général de l'ORTM a été marquée par une visite guidée des locaux de l'EMP, la signature du livre d'or de l'école et une remise de cadeaux à la délégation de l'ORTM en guise de souvenir. Comment faciliter l'accès des universités turques aux étudiants maliens? C'est l'objectif du Salon international des étudiants tenu à Bamako les 23 et 4 juin 2022, une initiative de l'association Askouni qui signifie demande à l'université. La rencontre a permis aux étudiants et parents de comprendre le mécanisme de fonctionnement des bourses d'études en Turquie. Drissa Koni. Les procédures d'enregistrement dans les universités turques, les difficultés liées à la langue, l'accueil et orientation des étudiants à leur arrivée, l'obtention de la carte de séjour, ce sont là autant de questions qui trouvent leur réponse dans ce salon international des étudiants. Moi, je veux faire des cours en business. J'ai déjà un master en environnement, donc je voulais changer de domaine. En fait, je suis venu accompagner mon fils qui est admis au bac et voir ensemble ce qu'il peut choisir comme filière. Ce salon est une initiative de l'association Askouni, autrement dit demande à l'université composée de 3 ex-étudiants maliens en Turquie. D'abord, le but principal de ces salons, c'est de leur donner des bourses de réduction. Tous les étudiants présents aujourd'hui se verront déjà octroyer une bourse de réduction de 50%. Et chaque université a ses offres personnelles aussi qui vont offrir aux étudiants qui vont s'inscrire dans leurs universités. Le salon est animé par 10 universités turques qui ont fait le déplacement à Bamako. Cette prise de langue directe permet de minimiser l'arnaque que connaît le secteur des bourses d'études. Quand vous passez par Askouni ou autre, ça vous empêche de perdre votre argent, parce que nous recevons beaucoup de coups de fil dans ce sens-là. Je remercie encore une fois M. Serrat et son équipe qui s'occupent beaucoup de ces choses-là. Vu l'engouement suscité autour du salon, Askouni envisage de pérenniser l'activité.
Le Mali célèbre depuis le 5 juin dernier et c'est jusqu'au 17 juin prochain la quinzaine de l'environnement, doublée cette année de la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse, avec comme thème « Se relever ensemble de la sécheresse, mon environnement, je m'en occupe », toutes choses qui s'inscrivent dans la logique du développement durable, un concept cher aujourd'hui à la communauté internationale et objet d'un clin d'œil de la chronique Un jour, une formule. Sori Ibrahim Keita. Il est l'un des leitmotivs de tous les grands forats du XXIe siècle. Avec comme slogan ainsi schématisé, personne ne se sauvera sans le climat. Climat donc comme clé de voûte du développement durable, lui-même axé sur 3 piliers, économie, environnement et société. C'est un concept basé sur 3 piliers, notamment l'économie, c'est l'environnement et c'est le social. Le fait de combiner ces 3 domaines, c'est ça la notion de développement durable. Les gardiens du Temple Monde, conscients que nous, génération actuelle, n'avons pas le droit de jouer avec le sort de la postérité, tentent un barreau d'honneur pour sauver l'humanité de la dégradation environnementale. De là partiront des initiatives comme le protocole de Tokyo sur l'environnement, l'accord de Paris assorti d'une multitude de COP pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. La pollution de l'atmosphère, l'une des nouvelles et plus graves menaces qui risquent de précipiter le monde vers sa fin. Sans blague. Avec une telle tendance, je dirais que ça va être la fin de l'humanité. Oui, ça fait peur, mais c'est ça, c'est la fin de l'humanité. Parce que qu'est-ce qui va se passer? La Terre va se réchauffer. La Terre, en se réchauffant, va provoquer la fonte des glaces. La fonte des glaciers va augmenter le niveau de la mer. Le niveau de la mer va monter à plus de 1, 5, 2 ou 3 mètres de hauteur, qui va entraîner des inondations, des tsunamis. Il y a beaucoup d'États qui vont disparaître. Ce même réchauffement va provoquer des incendies spontanés dans les forêts. La terre va se dégrader parce que la terre est réchauffée, et ça va détruire l'humus du sol, donc aucune végétation ne pourra se produire sur le sol. Donc il n'y aura pas de culture, pas de récolte, la fonte des glaciers, la chaleur extrême, et c'est ce qui va jouer sur la vie aquatique marine. Vous savez que la vie même, 70% dépend de la vie aquatique marine, où se trouvent ce qu'on appelle les zooplanctons et les phytoplanctons. Et donc, ce sont ces zooplanctons, phytoplanctons qui absorbent le gaz carbonique et libèrent l'oxygène. Et donc, quand ces zooplanctons vont aussi mourir parce que à cause de la chaleur et rayonnement violet qui s'exerce sur eux, donc c'est le phénomène contraire qui va se produire. La vie aquatique va disparaître parce que les zooplanctons et les phytoplanctons vont mourir, en mourant, avant de mourir, c'est le phénomène contraire qui va se passer. Donc le gaz carbonique qui est séquestré en eux, qui se trouve dans l'eau, c'est ce gaz carbonique qui va se libérer. Donc quand on voit les océans, la Terre, 70% de la Terre c'est l'océan, et donc si toute cette partie commence maintenant à dégager du CO2 au lieu de l'absorber, où va la vie? Face au danger, l'inaction serait désastreuse pour le monde, désespérante pour les générations futures et dangereuse pour la paix, avertissent déjà certains gouvernants. Les spécialistes n'en disent pas moins. C'est cette menace qui plane aujourd'hui sur l'humanité à l'horizon 2100. Il s'agit aujourd'hui d'une volonté politique des États à se mettre d'accord et pour sauver notre planète. Et c'est possible.
Pour juguler le tsunami, les régulateurs de la question prônent le principe de la responsabilité commune mais différenciée des États parties. Suffira-t-il pour éviter le naufrage collectif? Chronique, un jour, une formule. À présent, le point Covid du jour. Les services de santé ont enregistré des nouveaux cas positifs sur 677 tests réalisés. 9 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 37 patients sont sous traitement. Les Aigles du Mali poursuivent leur belle série dans les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ce jeudi, l'équipe nationale s'est imposée à Kampala 3-1 face au Soudan du Sud. Les Aigles sont désormais leaders du groupe G avec 6 points. Juste après la rencontre, je vous propose d'écouter quelques réactions au micro de nos envoyés spéciaux Adi Djoumatina et Djili Maranjabati. Quand on a vu la première mi-temps et voir ce que vous avez pu, dans vos ressources propres, revenir avec une autre mentalité, gagner ce match, même à 10, on ne peut que vous tirer le chapeau. Je suis un président heureux et comblé de voir cet état d'esprit que vous avez pu incarner en seconde mi-temps. Vous êtes allé chercher cette victoire pour le peuple malien, pour les plus hautes autorités. On ne peut que vous remercier. Et je vous dis très honnêtement, nous sommes ensemble, nous nous battrons ensemble. Cette équipe avec cet état d'esprit, Inch'Allah, remportera la Coupe d'Afrique. On marque 3 buts et franchement c'est très bien ce qu'on a montré aujourd'hui. Voilà, il faut se baser sur ça pour montrer aussi qu'on sait se battre, on sait jouer, on sait gagner les duels et gagner aussi des matchs difficiles comme ça comme on l'a fait. Je suis très très fier de mon équipe. Un bilan positif, on voulait 6 sur 6, on a 6 points, on est premier de notre groupe. Maintenant on va se reposer parce que c'est la fin de saison, vous avez vu avec beaucoup de fatigue et pour reprendre une nouvelle saison et attaquer la deuxième match qui sera en septembre Inch'Allah. C'est que 2 matchs, on a encore beaucoup de choses à travailler et notamment c'est pas possible de commencer des matchs comme ça. Donc le match au 26 mars c'était quelque chose d'exceptionnel, mais il faut être capable de vite retrouver les ingrédients qu'on a mis au 26 mars pour plus avoir des moments de doute comme ça. Victoire méritée quand même, mais je les attends au tournant. C'est un sentiment de fierté. Je commence d'abord au nom des autres autorités du pays, du colonel Assimi Goïta, du chef de gouvernement, Dr Sugal Maïga, et au nom de mon ministre qui m'a délégué pour venir. C'est un sentiment de fierté. Dans les conditions actuelles du Mali, vous voyez comment les enfants se sont surpassés. Il faut qu'on y croie. Ces enfants nous ont montré encore une fois de plus un exemple de combativité, de ce dépassement. Et que si ce peuple arrive à être debout comme ça, on peut surmonter toutes les difficultés. Félicitations aux Aigles du Mali. Un mot de culture. L'association des ressortissants pour le développement du cercle de Tombouctou organise ce vendredi des journées culturelles de la ville mystérieuse. Ces journées visent à mieux vendre la destination Tombouctou. Pour plus de précision, écoutons Omar Sissé, président de la commission d'organisation. Il est au micro de Boubacar Kanouté. Les événements se tiendront ici le 10, 11 et 12 sur les berges du fleuve Niger. Aujourd'hui, nous avons à Bamako des ressortissants de Tombouctou, nés à Bamako, grandis à Bamako, qui ne connaissent rien de la culture de Tombouctou. Donc il faut favoriser le tourisme local. Et à travers ça, il faut que ça commence par nous d'abord. Essayons de voir le Mauloud qu'on organise, en tout cas au niveau du Mali. Et Tombouctou est l'une des premières villes à pouvoir l'organiser. Pour y s'intéresser davantage, c'est l'objet de journées culturelles qui vont se faire un déroulé. D'abord, on va faire un film documentaire sur la ville de Tombouctou. On va faire connaître, on va faire prester effectivement toutes les danses traditionnelles de Tombouctou, le djaba, le hala, le bellézé. Ça, c'est des danses que les gens ne connaissent pas. Donc, on va amener l'authenticité de ça. Et à travers ça, il y a l'art culinaire. On a tout ce qu'il y a comme mets de Tombouctou. Nous avons un musée que nous allons faire découvrir aux gens avec
effectivement des spécialistes qui vont expliquer les musées de Tombouctou, donc qui retracent un peu la culture de Tombouctou. Terminons en beauté. De l'album Kangele Ntigia, sorti en 1992 à cette année 2022, la chanteuse appelée prêcheuse par ses fans à 30 ans sur la scène. Une trentenaire célébrée par des spectacles dont le clou est pour demain au Palais de la Culture à Modan-Pateba. Des compétitions interquartiers de biennale à un compteur de 7 solides albums. Djeneba Seck a su s'effrayer un chemin et un personnage admiré de tous. Son style et ses grands succès sous le regard de Cheikh Omar Sankaré. Djeneba Seck est la chanteresse par excellence des valeurs positives de la société. Elle est l'une des voix les plus reprises en chœur de nos jours. Pourtant, rien ne l'a prédestinée à la musique. Mon père, ma mère, bref, une bonne partie de ma famille évolue dans le domaine de la santé. Je n'ai pas fait de longues études car le destin m'a entraîné dans la musique au cours des activités artistiques au quartier Mali. Justement, en 1985, lors de la semaine locale, la commune 5 appelle le comédien Issa Koulibaly pour proposer une chanson en vue des compétitions de la Biennale artistique et culturelle de l'année suivante. Quand j'ai fini d'écrire la chanson, j'ai dit au secrétaire général que j'ai fini de faire la chanson, tu me donnes une chanteuse. Je lui ai dit, bon voilà, Djené, tu viens, tu vas apprendre la chanson. Donc Djené a appris la chanson. Et lors de l'exécution, maintenant, on a appelé un guitariste, notamment Ségou Kouyaté. Donc, on partait chez Ségou finalement pour répéter avec Ségou Kouyaté. Kangele Ntigia, Jama Kangele Ntigia, Kapisani Dongodo Kumaye. L'originalité, c'était ça. Après cette phase communale, l'orchestre Bama Saba du district a interprété le morceau lors de la biennale. C'est après tout ça que j'ai recomposé le morceau dans mon premier album. Et Dieu merci, ça a été un succès. Et oui, un après-midi d'août 1992, le public découvre à la télévision nationale le titre générique du premier album de Djeneba Seck, Kangele Ntigia, ou Les vertus de la parole donnée. Les téléspectateurs sont admiratifs. Et le nouveau clip est habillé par des images historiques de la cérémonie de passation des pouvoirs entre le président ATT et Alpha Omar Konaré, premier président démocratiquement élu dans notre pays. Un style est né, celui qui exalte en termes dithyrambiques la justice divine, ce qui fait que certains qualifient la chanteuse de prêcheuse. Et ça, c'est une vérité. Si tu fais du mal à quelqu'un, tôt ou tard, tu vas le payer. Tout au long de sa carrière, Djeneba Seck a gardé le rythme et sa force d'inspiration reste son époux musicien Ségou Kouyaté. C'est dans cette grande complicité qu'est sorti en novembre 1999 l'indémodable titre Armée Mali. À l'origine, ce titre était dédié au président ATT. ATT, Mali ATT. Faso de umbejeraka danaya daika nisirana jiuvewaro dongli nanatindi. Ça, c'est la version initiale. Mais au cours des répétitions avec mon mari Ségou Kouyaté, nous nous sommes dit que comme ATT était un élément de l'armée malienne, nous allons élargir le morceau à toutes nos forces armées. Donc, aya yelma kake arime Mali Mali arime. Voilà comment le titre Armée est venu. Billy Badi
Je salue le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, et l'ensemble des corps habillés. Ils ont le soutien du peuple malien. Qu'ils gardent le cap pour la restauration de notre dignité et de notre souveraineté. D'autres grands classiques sont à l'actif de la musicienne comme Maliba, Habiban, Hatikorole ou encore Djourou. Djeneba Sek est l'incarnation de la sagesse et elle donne la primauté à la langue bambara dans ses chansons pour atteindre un large public. Tout le monde comprend la langue bambara. Tu pars dans n'importe quelle région du Mali, tu auras des interlocuteurs. Voilà pourquoi je chante toujours en bambara. Présentement, la chanteuse célèbre ses 30 ans de carrière à travers une série de concerts au Mali et ailleurs, des spectacles qui seront sanctionnés par son 8e album solo, 10 ans après le dernier en date. La non-production d'albums dans les 10 dernières années s'explique par l'instabilité au pays et dans ma vie professionnelle, notamment le décès de mon producteur, Silar. En attendant le prochain album, la Grande Voix continue de prêcher la paix et le vivre ensemble. La petite zoro fanga ke kelenye anga sonyogonye anga benkelena mirinankele akilinankele omanake maliba imbitanye. Voilà, Djeneba Sek qui vous donne rendez-vous demain au Palais de la Culture à Amadou Ampateba. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.